Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire de se cultiver, la chaîne qui parle de cinéma. Alors d'abord, j'espère que tout le monde va bien et tout. Moi pour ma part, ça va. En plus, pour une fois dans le nord, il fait chaud grâce au réchauffement climatique. Et on verra dans quelques années, à mon avis, il fera 50 dans le nord, mais bon, c'est pas grave. On va commencer cette vidéo, on va revenir sur un grand acteur du cinéma français, à savoir Jean Marais. Ah oui, au fait, j'ai oublié de dire, si je la vois un peu éraillée par moment, c'est grâce aux super allergies qu'il y a en ce moment, parce que je sais pas si vous avez vu la carte des allergies en France, mais la carte est toute noire, donc c'est littéralement le bordel sur les allergies. Donc j'ai la voix bien éraillée parce que j'ai bien mal à la gorge. Voilà. Bon, maintenant on peut commencer parce qu'on est là pour parler de Jean Marais, pas de ma vie. Bon, alors, Jean-Alfred Villain Marais est né le 11 décembre 1913 à Cherbourg. Son père, qui préfère utiliser le nom Marais parce que on convient que Villain, c'est pas ouf comme nom, était vétérinaire. Je lui peux expliquer l'amour que Jean Marais portait aux animaux, ce qui est pas plus mal. Hein. Étant donné que j'ai pas eu énormément d'enseignements sur sa mère, je suppose qu'elle ne travaillait pas. Elle a eu un fils avant Jean et une fille qui mourut l'année de la naissance de Jean, probablement trop. Du coup, elle a été traumatisée et elle habilla Jean en petite fille jusqu'à ses 2 ans. Ouais, trauma quand tu nous tiens, et en ce temps-là, il n'y avait pas trop les psychologues. Hein. Donc Jean grandit avec son frère et sa mère qui l'emmènent loin de son père lors du retour de la guerre en 1918. Sympa. Il a une relation particulièrement intense avec sa mère étant donné l'absence de son père, ce qui est plutôt normal. Il noue une forte relation du coup avec elle, pourtant elle n'a pas forcément une super conduite qui pourrait lui donner l'exemple parce qu'elle est kleptomane. Mais la maman de Jean, elle est quand même sympa parce qu'elle l'emmène au cinéma. Enfin peut-être qu'elle a volé les tickets, hein, on sait pas. Et du coup, il est fasciné par le cinéma dès son plus jeune âge, notamment par l'actrice Pearl White, dont il est impressionné de par ses cascades. Mais il va vite déchanter quand il apprend que les acteurs à cette époque sont doublés pour les cascades, ce qui explique probablement pourquoi il tenait à faire ses cascades lui-même. Bon, Jean, c'est un enfant très dissipé qui est fort juste en récitation et en gymnastique. En gros, c'est les 2 points forts de son prochain métier d'acteur, mais bon, à ce moment-là, il le sait pas. Et il se fait virer de plusieurs collèges. Il y a même un moment où est-ce qu'il a intercepté une lettre d'expulsion d'un collège parce que ça faisait tellement de fois qu'il se faisait virer des collèges qu'il en avait marre, je pense, de ramener des explications bidons à sa mère. Et donc ça, 16 ans qu'il prend son indépendance vis-à-vis de l'école. Dans l'un des premiers films où il apparaît comme figurant, à savoir L'épervier de Marcel L'Herbier, en fait c'est le 2e film où il apparaît comme figurant, il est décrié par le réalisateur qui trouve que sa voix est trop aiguë et ne correspond pas au physique athlétique de l'acteur. C'est pour cela que Jean Marais s'est mis à fumer à outrance, mais vraiment je vous dis à outrance, hein, pour avoir la voix grave qu'on connaît, qu'on lui connaît par la suite en fait. Jean rencontre Cocteau en 1937 lors d'une audition, les deux se plaisent et se passionnent l'un à l'autre. Cocteau devient son maître et instruit Jean Marais, il leur donne toute l'éducation, notamment littéraire, qu'il n'a pas eu à l'école parce que c'était un cancre. Et Jean Marais et Jean Cocteau deviennent amants tous les deux. Enfin ça, normalement, la plupart des gens le savent. Pendant la guerre, Marais a pour rôle de guetter l'arrivée des avions allemands. La seule chose qu'il gardera de la guerre, en fait, c'est un chien qu'il trouvera attaché à un poteau. Bon, la guerre sert différemment les gens, on va dire. Enfin, il rentre à la Comédie Française en 1941, mais c'est en 1943 qu'il connaîtra enfin le succès. Donc le premier film dont on va parler, c'est L'Éternel Retour de Jean Delannoy, sorti en 1943 sur un scénario de Jean Cocteau, bien évidemment, largement inspiré de la légende de Tristan et Iseult. L'histoire de Tristan et Iseult est transposée dans l'époque à laquelle le film a été réalisé. Dans ce film donc, Marc, un veuf très riche, vit avec sa belle-fille et son mari, ainsi que leur fils Achille qui est un nain.
Lorsque Marc mourra, parce que pour l'instant il n'est pas mort, hein, son héritage est censé revenir à Achille, mais Marc a une grande affection pour son neveu Patrice, interprété par Jean Marais. Patrice voudrait que son oncle se remarie et va chercher une épouse. Sauf qu'en allant la chercher, cette fameuse femme, il tombe amoureux d'elle. Donc cette femme, c'est Nathalie, qui est interprétée par Madeleine Sologne. En fait, à cette époque de la guerre, donc là on est en cohabitation forcée avec les Allemands, les contes médiévaux, ils refont surface. L'année précédente, il y avait eu Les Visiteurs du Soir qui avaient eu un grand succès, et ça permet au public français de faire connaître des contes médiévaux qui avaient été plus ou moins oubliés, ou que ceux qui n'ont pas fait d'études, ils connaissaient pas forcément Tristan et Iseult à cette époque-là, hein, c'était pas au programme comme moi qui étais forcée de le lire en 5e, voilà. Et en fait, du coup, ces belles histoires, elles sont réclamées par le public dans cette période difficile, et du coup, ça permet de redonner un peu de joie aux Français. Le titre L'Éternel Retour a une grande signification pour Cocteau. En temps de guerre, il veut dire l'éternité recommence toujours. Je vais faire une comparaison un peu dans la vulgarisation, parce que là, quand même, on parle de la guerre et puis on va parler d'autre chose. Mais en fait, c'est un peu comme la mode. Les vêtements reviennent toujours à la mode. Donc là, c'est en fait... les événements reviennent toujours. Donc en fait, on sous-entend que dans ce temps de guerre, la paix va revenir au final. Donc c'est plutôt sympathique d'avoir appelé son film comme ça. Et en plus, apparemment, les Allemands, ils se doutent de rien, donc tant mieux. Hein. Pour les besoins du film, Jean Marais et Madeleine Sologne iront se faire teindre en blond pour représenter l'idéal d'un couple des années 40. Mais ils n'avaient pas pensé à une chose, c'est qu'en fait, du coup, comme ils étaient blonds plus ou moins aux yeux bleus, ils se sont fait comparer à la race aryenne que le régime nazi mettait en avant. Pourtant que cela soit Marais ou Cocteau, ils n'étaient pas du tout partisans du régime d'Hitler. Même si le film met enfin Jean Marais en avant et le fait connaître au grand public, car avant il était connu qu'au théâtre, il est hyper critiqué. Son jeu d'acteur est même comparé à celui d'un soldat SS, mais genre un soldat qui sait pas jouer quoi. Pourtant, il s'est démarqué avec ce film fait sur mesure pour lui et annonce la couleur des prochains films qui vont suivre, c'est-à-dire des films issus des grands classiques de la littérature. Bien évidemment, le deuxième film dont on doit parler, c'est forcément La Belle et la Bête de Jean Cocteau, sorti en 1946 sur un scénario de Jean Cocteau, d'après la version du conte, parce qu'il y en a plusieurs versions, du coup de Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont de 1756. Bon, la plupart des gens connaissent surtout la version Disney, mais celle de Cocteau est assez différente. Déjà, il n'y a pas Gaston, hein, ça c'est Disney qui l'a inventé. Dans ce film, Belle, interprétée par Josette D, est ridiculisée par ses deux sœurs. Ça rappelle un petit peu Cendrillon. Et là, il y a un certain Avenant, c'est un prénom un peu chelou, on va pas se mentir. Il veut épouser Belle, mais celle-ci est réticente. Le père de Belle, qui est parti en voyage, cueille une rose dans le jardin de la bête qui lui demande une de ses filles à garder en captivité dans son château pour laisser partir le père. Donc en fait le mec il a tout compris quoi, on capture le père et comme ça, hop, on récupère une nana. Bon, au final, Belle ira vivre dans le château de la bête. Donc ça c'est l'histoire classique qu'on connaît. Le conte de La Belle et la Bête est certainement l'un des contes les plus connus sur Terre, grâce à Disney, hein, et il prône le fait de ne pas se fier aux apparences, mais surtout de se fier de ce que les gens ont dans le cœur. Jean Marais interprète avec brio 3 rôles dans ce film, celui d'Avenant, du coup le mec a un prénom chelou, qui veut épouser Belle, la bête et le prince du coup. Par contre le tournage est ultra difficile. En fait, le masque de la bête qui était fait, en fait un maquillage très innovant pour l'époque, mettait 3 heures à être posé sur le visage de Jean Marais, qui du coup entre les prises ne pouvait manger que de la purée ou de la compote. Hein. Je vous dis pas les intestins, qu'est-ce qu'ils ont dû prendre. Bref, le masque lui donnait aussi de l'eczéma au visage, probablement à cause des poils qui sont montés sur tulle pour le masque. L'acteur souffrait aussi à ce moment-là d'un furoncle à l'intérieur de la cuisse, ce qui est très pratique pour les cascades.
Mais encore, il y avait pire. Lui, Jean Cocteau, il était aussi en mauvaise forme. Au début, il savait pas trop de quoi il souffrait, puis d'un seul coup, il s'est mis à avoir une espèce de maladie de peau, en fait. Il avait attrapé un eczéma tellement sévère qu'il a dû se faire hospitaliser dans un hôpital, je sais plus lequel, dans une cage de verre stérile. Genre, ça me fait penser un peu au cercueil de Blanche-Neige, bref. Et il a été traité à la pénicilline qui, heureusement, venait d'être... enfin, les vertus venaient d'être découvertes en Amérique, quoi, parce que sinon, Cocteau, à ce moment-là, il y passait, en fait. Le film, en tout cas, est entré dans le patrimoine français, a réalisé un score de 3,8 millions d'entrées au cinéma. En même temps, avec ce générique atypique où chaque acteur écrit son nom, je trouve ça super stylé. Le château de la bête qui est super étrange, genre avec les mains qui tiennent les lampadaires et tout, c'est vraiment mystique, fantastique. Je trouve que c'est super bien fait. Le film, il peut que fasciner le public, que ce soit les adultes ou les enfants en fait. Donc le troisième film dont on va parler, c'est Les Parents Terribles de Jean Cocteau, sorti en 1948, donc sur un scénario forcément de Jean Cocteau, parce que c'est inspiré de sa propre pièce de théâtre qui date de 1938, et qui avait mis à l'époque Jean Marais sur les planches, et qui l'avait fait un peu connaître. Donc le film raconte l'histoire d'une famille, celle d'Yvonne, Léonie et Georges. Et en fait il y a Michel aussi, interprété par Jean Marais, qui est le fils d'Yvonne, et c'est un fils qui est choyé par cette dernière au point presque de l'étouffement. Mais en fait, Michel, c'est un adulte enfant très capricieux, donc ça lui pose pas de problème. Et un jour, le drame arrive, celui-ci découche de l'appartement car il est amoureux de Madeleine, toujours interprétée par notre Josette D qui était belle. Et il veut présenter donc Madeleine à sa mère. Et on va donc suivre les caprices de Michel, ainsi que les manipulations de la famille pour que chacun parvienne à leur fin, donc c'est très drôle. Ce film, vraiment, il est vraiment très drôle. J'avais eu vraiment un coup de cœur quand je l'avais vu à l'époque. C'est assez drôle de voir Jean Marais se conduire comme un enfant, et de voir la grande Yvonne Debré jouer la mère excessive. Le film, même s'il se déroule dans plusieurs pièces, montre bien qu'il est une adaptation de pièces de théâtre, car les dialogues tiennent une place importante dans le film. Il y en a quand même peu de pièces, on est quand même dans un espèce un peu de huis clos, même si Jean Cocteau a essayé de sortir la pièce de théâtre, c'est quand même assez clos. Jean Marais avait hésité à reprendre le rôle, du coup, parce que comme je vous l'ai dit, en 1938, c'était lui qui interprétait déjà Michel. Sauf qu'à cette époque-là, il avait 25 ans. Mais là, la version qu'ils veulent faire pour le film, il a 35 ans. Et du coup, il hésite à reprendre le rôle parce qu'il se demande forcément si c'est légitime pour lui à 35 ans de reprendre ce rôle. Et il a bien fait de le reprendre parce que du coup, la version est super bonne parce qu'il s'est amélioré dans son jeu. Bon, certes, il a 35 ans et ça se voit, mais il s'est amélioré énormément dans son jeu et c'est super bien la manière dont il joue. Et du coup, le truc de l'adulte enfant, ça prend encore plus auprès du public. Et donc, après, des années plus tard, il rejouera dans cette pièce, en 1977, mais cette fois, ce sera dans le rôle de Georges, le père de Michel, parce que quand même, là, à l'époque, il devait avoir plus de 60 ans, donc il n'allait pas reprendre le rôle de Michel, quand même, hein. Et il y a une nouvelle version qui sera mise en scène et qui sera filmée en 1980. La pièce du coup est assez connue et elle sera reprise en 1992 par le couple Gélin Delorme et en 2020, et bien sûr tout ça sans Jean Marais bien évidemment. Le quatrième film dont je vais parler, plus méconnu, c'est Le Secret de Mayerling de Jean Delannoy, encore lui tiens, sorti en 1949 sur un scénario de Jacques Rémy d'après la véritable histoire de Rodolphe d'Autriche, prince impérial d'Autriche-Hongrie. Dans ce film, donc, Jean Marais interprète l'archiduc Rodolphe lors de sa dernière année de vie, où il rencontre Marie Vetsera, interprétée par Dominique Blanchard, une jeune fille de 17 ans, alors qu'il est marié à l'archiduchesse Stéphanie, interprétée par Sylvia Montfort. Le film raconte cette idylle jusqu'au drame de Mayerling, Mayerling étant une résidence de l'archiduc, qui met fin à l'existence du couple. Bon, je vous spoil forcément le truc,
Mais Meyerling, en fait, c'est une histoire connue, c'est pour ça que je me permets de spoiler. Ce film historique est un bon film avec un bon rôle historique pour Jean Marais qui sort un peu des personnages de théâtre et interprète donc ce personnage historique. Et du coup, ça le fait sortir un peu de sa zone de confort. Par contre, ce que l'on peut reprocher au film, c'est que la neutralité historique, elle est pas du tout respectée en fait. En fait, on ne sait pas réellement quelles sont les circonstances du drame de Meyerling en vérité. Pourtant, le film prend une position entre les différentes thèses qui sont avancées par l'histoire, à savoir le couple soit suicidé, soit c'est un assassinat politique. Et là, le film, il prend clairement parti pour un des deux. Bon, vous voyez, je vous spoil pas tout. Hein. Une première version de ce drame était sortie en 1936 avec Charles Boyer et Daniel Darieux, dont l'issue du film serait différente. Donc, après, je vais pas vous mentir, je l'ai pas encore vu, donc je peux pas vous dire à 100% que c'est le cas, mais d'après ce que j'ai lu, c'est pas pareil. Le personnage de Marais est aussi intéressant, du coup, car il connaît un changement radical pendant le film, passant de l'allemand, non, pas de l'allemand, de l'amant terrible qui fait pleurer toutes les femmes à l'amoureux transi qui hésite entre l'amour et l'empire austro-hongrois. Le cinquième film dont on va parler, c'est un autre film culte, c'est Orphée de Jean Cocteau, sorti en 1950 sur un scénario donc de Jean Cocteau, d'après le fameux mythe antique d'Orphée. Avant de parler du film en lui-même, je vais résumer le mythe d'Orphée parce que peut-être que certains d'entre vous ne le connaissent pas. Donc Orphée, c'était un homme qui charmait les animaux avec sa lyre, parce qu'il avait 2 cordes en plus sur sa lyre, donc du coup elle était un petit peu plus magique, donc ça faisait de la belle musique, voilà. Il se maria avec Eurydice, qui se fit mordre par un serpent le jour de ses fiançailles, et donc elle mourut et fut envoyée aux enfers. Donc Orphée, il va la chercher aux enfers, et la condition pour qu'elle soit de nouveau vivante était de la ramener sans qu'il la regarde, c'est-à-dire qu'il lui marchait devant elle, donc elle était derrière, et il n'avait pas le droit de se retourner. Sauf que pendant le trajet, en fait, il n'entendait pas Eurydice, alors qu'il l'appelait, et il a fini par se retourner, et donc elle est retournée aux enfers. Ici, l'histoire, du coup, mise en scène par Cocteau, est quelque peu différente. Jean Marais endosse le rôle d'Orphée, qui est cette fois-ci un célèbre poète, marié donc à Eurydice, interprété par Marie Déa. Il est kidnappé par une femme après un accident et voit cette femme traverser un miroir avec le jeune garçon mort dans l'accident. Donc l'accident qui avait eu lieu quand la femme l'a kidnappé en fait, voilà. Orphée revient chez lui et devient obsédé par la mort qui est représentée par la princesse, donc par cette femme qui l'a enlevée. Et Orphée va se transformer au fur et à mesure du temps à cause de cette obsession et elle va être de plus en plus distant avec sa femme qui est enceinte. Comme pour l'éternel retour, Cocteau a parfaitement réussi à transposer ce mythe dans le monde moderne, même si le thème principal du film reste la mort qui est incarnée en Maria Casares. Le film est mystique et très fantasque, surtout pour l'époque. On a souvent l'impression d'être dans un monde totalement différent de celui de 1950, donc ça déstabilise un petit peu. La mort dans ce film a un servant appelé Heurtebise qui veille sur Orphée et sa femme. C'est François Perrier qui l'interprète. Pourtant, le rôle avait été proposé à Gérard Philippe, ce qui aurait été très intéressant parce que ça aurait permis de réunir 2 acteurs de cette époque d'après-guerre, donc ces nouveaux jeunes premiers, comme on les appelait, qui étaient Jean Marais et Gérard Philippe. Mais Gérard Philippe a décliné l'offre. Le film contient énormément de trucages, notamment des scènes inversées pour avoir l'impression qu'elles se déroulent à l'envers, ou encore quand les protagonistes passent dans le miroir, qui sont en fait des cuves de mercure. Bon, je vous rassure, ils passent dans les cuves de mercure, mais quand Jean-Marie il passe, il a les gants en latex, donc il n'y a pas d'intoxication et tout. Hein. Je pense que l'eczéma sur La Belle et la Bête, ça leur a suffi. Hein. Le film reste aussi dans les annales et est des meilleurs, est clairement pour moi la meilleure collaboration Marais-Cocteau. D'ailleurs, Jean Marais remporta le prix du meilleur acteur aux Victoires du cinéma français de 1950. Après ce film, Marais, qui avait déjà commencé à s'émanciper de Cocteau, comme on a pu le voir, il tournait pas que pour lui.
Là, il s'en détache totalement sur un plan professionnel et sentimental, puisqu'il fait la connaissance d'un certain George Reich avec qui il vivra pendant près de 9 ans. Le sixième film dont je veux parler, il est forcément moins connu que les autres. C'est Les Miracles n'ont eu qu'une fois d'Yves Allégret, sorti en 1951 sur un scénario de Jacques Sigur. Le film raconte l'histoire de deux amoureux, Jérôme, interprété par Jean Marais, et Claudia, interprétée par Alida Valli. Les deux tourtereaux sont prêts à se marier, sauf que la guerre va les séparer avant ce mariage. Quand Jérôme revient de la guerre, il a perdu la trace de Claudia et cherche à la retrouver et il recherche plutôt désespérément cet amour qu'il a perdu en fait. C'est un scénario assez banal et pourtant très intéressant. Déjà, c'est assez nouveau de voir Jean Marais jouer dans un véritable drame original, car il peut mettre au service du cinéma son jeu dramatique qui était plutôt théâtral dans les autres films. Le film montre aussi à quel point la guerre peut changer les gens, autant les hommes que les femmes, car les hommes devaient penser que cela était plus dur pour eux car ils étaient partis se battre, alors que les femmes devaient survivre pendant cette guerre particulièrement dévastatrice pour elles, psychologiquement parlant. Alors, je nie pas que psychologiquement parlant, ça ne détruisait pas les hommes aussi, c'est aussi le cas, mais il faut aussi penser aux femmes qui se retrouvaient toutes seules, des fois livrées à elles-mêmes face à des Allemands et tout ça, et j'en passe des vertes et des pas mûres, quoi. Mais sinon, pour ce film, vous savez que j'aime les petites anecdotes des films comme ça, surtout celles-là qui sont mignonnes comme tout. Et donc cette petite anecdote, c'est en fait à la fin du film, un bal a été organisé pour fêter la fin du tournage. Et donc Alida Valli, la partenaire de Jean Marais dans le film, qui dansait avec lui pendant le bal, lui avoua qu'elle était tombée amoureuse de lui pendant le tournage. Bon, apparemment, elle ne connaissait pas l'orientation sexuelle de Jean Marais, et donc on ne connaît pas la suite de l'histoire, mais on espère que Jean Marais s'est conduit en parfait gentleman et a gentiment mis un râteau, parce que c'est forcément prise d'un râteau, à la pauvre Alida Valli qui a dû tomber des nues. Le septième film dont je vais parler, c'est pareil, je pense qu'il est moins connu. C'est L'Appel du Destin de Georges Lacombe, sorti en 1953 sur un scénario de Jacques Viaud, en partie inspiré de la vie de Roberto Benzi. En fait, le film, c'est une suite du film Prélude à la gloire, sorti 5 ans auparavant par le même réalisateur, et qui avait raconté la vie de Roberto Lombardi, donc interprété par Roberto Benzi, le plus jeune chef d'orchestre de son temps. Dans ce film, là, cette fois-ci, il va rencontrer son père Lorenzo, alors interprété par Jean Marais. Lorenzo n'a jamais connu son fils et le rencontre lors de l'une de ses tournées en Italie. Et il était aussi dans la musique, un pianiste de génie, mais qui a sombré dans l'alcool. Il va alors tenter de remonter sur scène avec l'aide de son fils qui devra le diriger dans son orchestre. Donc là, rôle qui change totalement de ce que Jean Marais faisait. Et d'ailleurs, Jean Marais était hyper content d'interpréter le rôle d'un père, lui qui n'avait pas d'enfant, et surtout de ne pas incarner un jeune premier qui avait l'habitude de faire. On en a parlé dans le film d'avant, c'était un film de jeune premier. Donc le film s'inspire directement de la vie de Roberto Benzi, celui qui joue le jeune Roberto, car son père avait été professeur de piano. Mais contrairement au personnage que Jean Marais interprète, il n'était pas alcoolique, bien sûr, l'histoire a été romancée pour faire le film, et Roberto s'initie son dernier rôle pour se consacrer entièrement à la musique. Le huitième film dont je vais parler, c'est Giulietta de Marc Allégret, sorti en 1953 sur un scénario de Françoise Giroud, d'après le même roman du même nom de Louise de Villemorin. Donc le film raconte l'histoire de Giulietta, interprétée par Dany Robin, une jeune femme qui doit se marier à un homme plus âgé qu'elle. Lors du voyage en train qui doit l'amener à son prétendant, elle va s'enfuir du train pour rendre son porte-cigarette à André Landrecourt, interprété par Jean Marais. Comme il n'y a plus de train, il va la conduire dans sa maison de campagne pour qu'elle prenne le train du lendemain. André partant chez sa fiancée à Paris dès le lendemain, la jeune Giulietta décide de rester dans la maison de campagne parce qu'elle se dit je vais pas être embêtée, André il va pas rentrer, sauf que André, qui ne devait pas revenir, revient avec sa fiancée, interprétée par Jeanne Moreau, ce qui va provoquer de nombreux quiproquos et problèmes qu'André va devoir gérer.
Ce film a été vraiment un véritable coup de cœur la première fois que je l'ai vu. Un film digne d'une pièce de théâtre, il déploie tout le comique de Jean Marais, qu'on lui connaît pas vraiment, dans des situations plus anormalement excessives et qui auraient poussé à bout plus d'un homme, franchement. Il est à noter que Jeanne Moreau joue admirablement la femme de la ville, ainsi que Dany Robin qui joue bien la petite fille gâtée, naïve et tout. Et vraiment ce film, enfin, je trouve que c'est vraiment la pépite dans le sens où est-ce que Jean Marais déploie tout son jeu comique qu'on avait un peu pu voir dans Les Parents Terribles, mais là comme il est plus adulte, c'est un jeu comique encore différent. Eh bien, figurez-vous que, en tout cas, cela a failli être Brigitte Bardot dans le rôle de Giulietta, car Jean Marais l'avait repéré, mais Marc Allégret avait déjà mis la main sur Dany Robin, donc ça ne se fit avec Dany Robin. Les deux acteurs joueront quand même ensemble 2 ans plus tard dans Future Vedette, et Jean Marais ne le laissa pas un bon souvenir à Brigitte Bardot, car elle avait l'impression de jouer avec un partenaire qui ne voulait pas d'elle. Je cite, on aurait dit qu'il ne voulait pas refaire les prises d'amour, voilà. Et en fait, surtout, je pense que ce qui a mis un frein à Jean Marais, c'est que la petite Brigitte Bardot s'était entichée du copain, donc celui que j'ai parlé tout à l'heure, Georges Reich, qui était le copain de Jean Marais de l'époque, donc du coup ça laisse un froid quand ta partenaire de jeu est intéressée par ton mec en fait. Le 9e film dont je vais parler, c'est forcément Le Comte de Monte-Cristo de Robert Vernet, sorti en 1954, d'après l'œuvre d'Alexandre Dumas, bien évidemment. Je pense que je dois rappeler l'histoire pour tous ceux qui n'ont pas été voir la version actuelle au cinéma, qui est pourtant très bien. J'ai mis 4,5 sur 5 sur Letterboxd, donc c'est vraiment très bien. Donc si vous l'avez pas vu, je vous la conseille, et même de lire le livre, je vous le conseille, c'est l'un des rares livres dans ma scolarité que j'ai apprécié. Enfin, Le Comte de Monte-Cristo, c'est vraiment quelque chose d'intemporel, donc je conseille de le voir ou de le lire, voilà. Bref, Le Comte de Monte-Cristo raconte l'histoire d'Edmond Dantès, donc ici interprété par Jean Marais, capitaine de navire qui accoste à l'île d'Elbe pour remettre une lettre à Napoléon à la demande de son prédécesseur sur le bateau. Retournant sur le continent pour épouser Mercedes, sa fiancée, il est victime d'une machination de la part de personnes qui pensaient être ses amis et est enfermé malencontreusement dans le château d'If, prison au large de Marseille. Le film qui dure 3 heures, c'est vraiment long pour l'époque, pour un film français. À cette époque-là, je sais pas pourquoi ils aimaient bien diviser les films en 2 parties. Pourtant, en Amérique, ils s'embêtaient pas pour nous claquer autant en Emporte le vent qui dure 3 heures au cinéma, ou Cléopâtre. Mais là, dans les années 50, en France, on divise les films en 2 parties. Donc la première partie s'appelle La trahison, et la deuxième partie, c'est La vengeance. Ce film, il met en avant le talent de Jean Marais pour les films de KPDP, genre auquel Jean Marais va être associé de par ses talents de cascadeur car il effectue toutes ses cascades lui-même. Le film inspiré d'un roman met bien en avant Jean Marais dans le rôle du fort Edmond Dantès, fort mais pas invulnérable face à ce qu'on lui a fait subir. Enfin, c'est normal que quand tu passes plus d'une décennie en prison, tu deviens plus fort et t'as envie de taper sur les gens qui t'ont fait du mal. Robert Vernet avait déjà adapté le roman avec Pierre-Richard Vilm dans le rôle principal en 1943, mais il a tenu à faire ce remake en couleur, ce qui change avec toutes les versions précédentes qu'il y avait pu avoir. D'ailleurs, le film connaîtra de nombreux remakes, encore et encore, comme on peut le voir, avec la version qui est au cinéma en ce moment. Donc parmi les remakes, il y en a eu un de Claude Autant-Lara avec Louis Jourdan. Il y a une version avec Depardieu aussi. Je pense que c'est la plus connue. Il y a eu la série avec Jacques Weber. Et donc actuellement celle avec Pierre Ninet au cinéma. Le film fait d'ailleurs partie du top 100 du box-office français avec 8 millions d'entrées, record qui sera peut-être battu par cette nouvelle version. Avec Pierre Ninet, parce que à l'heure où je vous parle, le film a fait plus de 5 millions d'entrées, donc tout est possible. Le dernier film dont je vais parler, c'est
l'un des plus connus je pense de KPDP, hein. C'est Le Bossu d'Entrée une Belle, sorti en 1960, sur un scénario de Jean Alain, Pierre Foucault, qui n'est sûrement pas en famille avec Jean-Pierre Foucault, et André une Belle, d'après le roman feuilleton du même nom de Paul Féval. Le film raconte l'histoire du chevalier Henri de Lagardère, interprété par Jean Marais, qui décide de se faire passer pour un bossu afin d'approcher le prince Philippe de Gonzague, qui a assassiné son ami le duc de Nevers, pour rendre l'héritage de celui-ci à sa fille légitime, Aurore de Nevers. Tout ça avec l'aide de Passepoil. Ouais, je vous dis vraiment le nom pourri quoi. On dirait que c'est les nuls qui l'ont inventé le nom. Et donc Passepoil, il est interprété par Bourvil. Encore une histoire de vengeance, comme la plupart des films de KPDP, j'ai envie de dire. Cette fois-ci, Marais se distingue avec ce film car il se laisse de nouveau transformer en Laideron, car oui, Jean Marais aime se déguiser. Et il n'aime pas utiliser en fait son physique plutôt avantageux, on va pas se mentir, pour un rôle, et préfère sans les dire du coup pour certains rôles. Donc en plus c'est lui qui trouva le déguisement de ce bossu qui pouvait correspondre en s'inspirant d'un tableau qu'il avait vu d'un vieil homme dégarni. Il changea aussi sa voix, pouvant maintenant à présent la faire travailler. Vu qu'il n'était plus complexé par elle, il accepta le rôle aussi qu'à la seule condition de faire toutes les cascades lui-même. Et donc il deviendrait pas un petit peu exigeant notre genre là. D'ailleurs, si Bourvil semble interpréter encore un homme un petit peu pas trop intelligent, quoi, pas la lumière à tous les étages, en tout cas on suppose qu'il s'est bien entendu avec Jean Marais, car ils renouvelleront leur duo dans Le Capitan de la même année. Le film est un véritable succès lors de sa sortie et rivalise même avec Ben-Hur au box-office français de 1960, puisque 5,84 millions de spectateurs iront voir le film. Il permit même de remettre le style de KPDP un peu sur scène, car il était tombé en désuétude à l'aube des années 60. Parce que genre tu peux faire des films de KPDP, mais au bout d'un moment, moi je trouve que c'est toujours un petit peu la même chose. Je suis pas fan des films de KPDP, donc forcément je dis ça, mais après je me doute qu'il y a des fans. Après les années 70, Jean Marais se tourna vers son premier amour, le théâtre, puis se mit à faire de la poterie pour s'occuper. Il ouvrit 2 galeries d'exposition. Il arrive qu'il soit rappelé au cinéma et au théâtre, mais au fur et à mesure des décennies, cela se fera forcément plus rare. Pourtant, il apparaîtra en roi bleu dans Peau d'âne, je pense que vous le savez, vu que Jacques Demy aimait énormément Jean Marais. Il était aussi apparu dans Parking de Jacques Demy aussi. Jean Marais tomba malade en 1994, victime, comme Bourvil, d'un myélome multiple. Il s'éteint le 8 novembre 1998 à l'âge honorable de 84 ans. Donc vivre 4 ans avec cette maladie, c'est assez un exploit, j'ai envie de dire, quand on sait ce que ça fait. Jean Marais est pour moi représentatif du cinéma d'après-guerre, mais aussi avant-gardiste dans le milieu de la cascade, et ça bien avant Belmondo, et il faut le rappeler. Mais j'aime bien Belmondo aussi. Pour moi, il reste l'éternel Orphée dans un monde fantastique. Personnellement, après je dois être quand même honnête, au début j'aimais pas trop Jean Marais parce que j'avais entendu parler de la jalousie qu'il éprouvait vis-à-vis de Louis de Funès sur le tournage de Fantomas. Mais en fait j'ai fini par le comprendre dans le sens où c'est dur de se voir défaillir, notamment pour les cascades, alors qu'un autre homme quasi de votre âge, lui tire son épingle du jeu et se fait connaître à votre âge. Finalement, j'ai fini par être séduite par les différents rôles qu'il a pu jouer dans les films de Cocteau. Je vais pas dire que c'est les films de KPDP qui m'ont séduite parce que vraiment, j'ai vraiment un peu de mal. Avec moi, c'est ça passe ou ça casse le film. Et donc du coup, il m'a marqué autrement, que ce soit en interprétant La Bête ou Orphée. Enfin, du coup, je pense que c'était important de parler de lui parce qu'il a quand même une place importante dans le cinéma français et il est pas oublié, comme Gérard Philippe, il est pas oublié, c'était un des jeunes premiers d'après-guerre et il ne sera jamais oublié, je pense.
Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, ça m'a plu de la faire, évidemment. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à partager. Et moi, je vous dis à dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Et je vous laisse avec un extrait que je sais jamais c'est lequel. Parce que si YouTube me bloque, je dois le changer. Allez, à dans 15 jours. Qu'est-ce que c'est? Arthur, la petite cuillère. Ah bah, il a une façon de faire son service. Oui, ça, autrefois, il était plus adroit. Ça, la cuillère tombait juste dans la tasse. Oh, mais je trouve pas ça drôle.